سلسلة لقاء مع الموجه. L'éducation à l'interculturel est une éducation au dialogue et à la tolérance qui favorise la communication interculturelle. C'est grâce à ce lien interculturel que les individus réalisent l'altérité comme une ouverture sur soi et sur autrui. Donc pour parler de cette vaste et épineuse question de communication interculturelle, nous avons l'honneur et la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous M. Richard Clouet, qui, de par sa formation, son parcours et son expérience professionnelle riche dans le domaine de l'interculturel, est non seulement un grand professeur-chercheur, mais aussi un grand médiateur interculturel. Donc Richard Clouet, rapidement, je vais juste résumer son parcours. Si vous êtes intéressé, vous pouvez chercher sur Internet. Il est docteur en littérature de l'université Paris-Sorbonne, où il a soutenu une thèse sur la traduction littéraire en juin 1997. Depuis l'année 2000, il est maître de conférence à la faculté de traduction et d'interprétation de l'université de Las Palmas Gran Canaria, où il enseigne la traduction espagnol-français et les langues étrangères appliquées à la traduction, principalement l'anglais et le français. Ces domaines de recherche comprennent l'acquisition des langues étrangères dans l'enseignement supérieur, la didactique des langues appliquées à la traduction et la communication interculturelle. Il est actuellement vice-président à l'internationalisation et à la coopération de l'université de Las Palmas de Gran Canaria. Donc, je vous remercie Merci à vous d'accepter de faire cette conférence pour nos étudiants et je vous laisse la parole. Et puis après, je suis revenu en France, je suis reparti à Manchester et j'ai terminé aux îles Canaries. Ça fait bientôt 20 ans que je suis professeur aux îles Canaries, maître de conférence. Et à l'université, bon, j'étais doyen de la faculté de traduction pendant 5 ans. Et puis maintenant, je m'occupe de relations internationales. Donc c'est vrai que pour moi, ça a été un immense plaisir d'accepter cette responsabilité que m'a donnée le président de l'université, parce que quand on parle de relations internationales et de coopération, bien sûr, on parle de communication interculturelle. Alors pour moi, c'était l'idéal pour unir la partie recherche, enseignement, une chose que j'adore, et d'ailleurs je continue à dispenser mes cours. Je ne suis pas obligé de le faire, puisque je peux être tout à fait dispensé de mon enseignement, mais je continue à avoir ce contact avec les étudiants à l'université, parce que pour moi, c'est très enrichissant. Donc, je vais essayer de... Bon, cette petite conférence, je ne vais pas l'appeler conférence, je vais plutôt l'appeler ce petit échange que l'on va avoir pendant un peu plus d'1 heure. Je vais essayer de faire en sorte qu'il soit un peu interactif aussi. Si vous souhaitez participer, ce serait fantastique. Alors, je vais dire plein de choses que vous savez certainement déjà, mais bon, quand on parle d'interculturalité, quand on parle de culture, quand on parle de langue, il y a toujours différentes approches, et c'est toujours intéressant d'entendre différentes personnes parler du même sujet, et ensuite chacun se crée un peu c'est pas sa propre opinion, mais prend un peu de tout pour enrichir son background. Alors, vous allez voir que je vais parler en français, la présentation est en anglais. Tout simplement parce que, bon, j'ai un dilemme en ce moment, c'est-à-dire que je parle beaucoup espagnol, je parle français et j'enseigne en anglais et en français, donc je suis désolé si à un moment donné vous m'entendez parler soit anglais soit espagnol, j'essaierai que ça ne se passe pas, j'essaierai de le faire en français. Mais on va parler justement de la relation langue-culture. Mon exposé va partir de la culture, puis la relation langue-culture, pour ensuite arriver à la communication interculturelle et à la compétence communicative interculturelle. En gros, ça va être le cheminement que je vais faire. Mais c'est là que l'on voit que langue et culture sont étroitement liées, parce que mon enseignement, je le fais en Espagne, et quand je parle d'interculturalité, je ne sais pas, à chaque fois les mots me viennent plus facilement pratiquement en espagnol, alors que le français est ma langue maternelle,
mais dans certains domaines, les mots me viennent pratiquement plus facilement en espagnol qu'en français. C'est assez surprenant. Mais bon, c'est comme ça, vous le verrez hein, dans votre expérience à l'avenir. Bon, j'ai intitulé cette petite présentation « Médiation et communication interculturelle ». Et ma première question, donc je vais tout traduire en français, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout lire hein, non plus. J'ai beaucoup de diapositives. Il y a certaines diapositives sur lesquelles je vais passer très très rapidement. Hein. Mais j'ai une première question que je vais vous poser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les compétences à acquérir? Qu'est-ce qu'il faut savoir pour être un bon médiateur entre langues et cultures? Ou une bonne médiatrice entre langues et cultures? Allez, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? De quoi on a besoin pour être médiateur, médiatrice entre langues et cultures? Oui, allons-y. Je vais tenter une réponse. Il faut partir du principe qu'il faut avoir, faut connaître sa culture, avoir sa propre identité pour pouvoir aller vers l'autre. Bien, fantastique. On commence très très bien. Ah non, c'est fantastique. J'ai la moitié de la conférence qui est faite. non, j'exagère. Connaître sa culture. Autre chose? Oui. De tolérance. Tolérance, très bien. On a deux mots, culture, tolérance. Propre culture, tolérance. Il faut d'abord définir qu'est-ce qu'un médiateur. C'est quoi un médiateur? Un médiateur, c'est quelqu'un qui peut écrire des ponts entre des cultures différentes. Mm-hmm. Il faut dire... Écrire ou se positionner entre deux cultures différentes. Se positionner et aussi aider à ce que les cultures et les gens de différentes cultures se comprennent. Hein, c'est ça le rôle du médiateur. Oui? Parler plusieurs langues. Les langues, ah, très bien, on n'avait pas parlé des langues. Alors bien évidemment, il y a, oui? Les autres cultures. Voilà, donc on a les langues, sa propre langue, les autres langues. Les cultures, sa propre culture, les autres cultures. Mais l'idée de la propre culture est très importante, parce qu'on a souvent tendance à la laisser de côté. Et quelqu'un qui ne connaît pas bien sa culture ne sera jamais bon médiateur ou bonne médiatrice. Il faut d'abord connaître sa langue et sa culture, on commence par là. Hein. Et puis bien sûr, avoir une ouverture d'esprit, être tolérant, hein, être ouvert à l'autre. Quelqu'un qui n'est pas ouvert à l'autre ne sera jamais un bon médiateur ou une bonne médiatrice entre les langues et les cultures. D'accord? Alors la médiation interculturelle, on la trouve, là c'était une question que j'aurais pu vous poser aussi. Où est-ce qu'on a besoin de médiateurs? De plus en plus, on a besoin de médiateurs interculturels. Les enseignants sont des médiateurs entre les langues et les cultures, déjà. Un enseignant est un médiateur entre langues et cultures. Les traducteurs sont des médiateurs entre langues et cultures, par écrit. Les interprètes sont des médiateurs entre langues et cultures. Les artistes. Les artistes sont des médiateurs entre langues et cultures. Nous sommes tous ceux qui ont un minimum, un intérêt minimum pour l'autre, sont des médiateurs entre langues et cultures. Et je veux dire une chose importante là. On a besoin de médiateurs entre langues et cultures dans tous les domaines aujourd'hui. Alors, moi, quand on me dit à l'université, ou quand dans certaines universités, on dit non, ce qui est important à l'université, c'est médecine, c'est le droit, les sciences humaines, bon, on pourrait s'en passer. Non. Et là, je crois que tous ensemble, on est là pour défendre ça. Lorsque l'avocat a besoin d'un traducteur, d'un interprète au barreau pour traduire, lors d'un jugement, qui est là? Nous. C'est nous qui sommes là. Lorsque le médecin à l'hôpital doit traiter un patient étranger et n'arrive pas à se faire comprendre, qu'est-ce qui va faire cette médiation entre les langues et cultures? C'est nous. Alors je pense qu'on a vraiment un rôle important à jouer. Il faut revendiquer ce rôle tous les jours. Et les sciences humaines ont un rôle très très important à jouer. Les sciences humaines sont à l'origine de l'université et dans son sens propre, du sens universel, je pense qu'on est là pour revendiquer ça. Alors, ça en gros, ce sont vos réponses. Qu'est-ce qu'il faut pour être médiateur, médiatrice entre langues et cultures? Une compétence linguistique, c'est évident.
Sinon, on ne va pas être médiateur entre des langues, vocabulaire, grammaire, expression idiomatique, prononciation, etc., etc. La compétence culturelle, là je parle de la compétence culturelle, pas de la compétence interculturelle encore, la compétence culturelle, histoire, littérature, institution, mais ce n'est pas suffisant. Comment une société fonctionne, les valeurs, etc., les coutumes. Et l'objectif que nous avons en tant qu'enseignants de langue et culture, c'est d'aider l'étudiant à comprendre les aspects de la langue et de la culture qu'il étudie, d'étudier les contextes dans lesquels ces langues et cultures sont utilisées, de comprendre le lien entre langue, culture et contexte. C'est très important ceci. On a un problème à l'université. Je pense que c'est un problème global. On a tendance à avoir nos cours d'histoire, nos cours de littérature, nos cours de langue, linguistique, etc. Le cours de prononciation et de phonétique, tout est séparé, chacun se spécialise. Quand on parle d'interculturalité, il faut tout mélanger. Sinon ça ne sert à rien. Bien. Tout ceci pour, bien sûr, être capable de communiquer dans des situations réelles de communication. C'est quoi une situation réelle de communication? C'est simple, il n'y a pas de piège. C'est quoi une situation réelle de communication? Un contact direct. Un contact direct, un face-à-face, une situation réelle, quotidienne. Bien. Quelles sont les situations réelles de communication? Vous pouvez me donner des exemples? Vous êtes en train de nous parler. Voilà. Communication directe. Est-ce qu'il faut être natif? Est-ce que le français, vous allez l'utiliser seulement avec des gens qui ont le français comme langue maternelle? Non. Quand on parle d'interculturalité, attention. La langue est un outil, d'accord? La langue est un outil. La langue est un outil que vous allez utiliser dans différents contextes. Et d'ailleurs, des langues comme l'anglais, comme le français, comme l'espagnol, qui sont des langues internationales importantes, comme l'arabe aussi, sont utilisées dans différents contextes. Vous avez peut-être utilisé le français un jour ou l'autre pour pour être médiateur entre, je ne sais pas moi, un Syrien et un Américain. Et peut-être que la langue commune va être le français, et pas forcément l'anglais, attention. On a beau dire que l'anglais, c'est la lingua franca, non? Par excellence du point de vue de certains pays. D'accord? Le français est aussi une langue tout à fait représentative. L'espagnol, l'arabe, le chinois, il y a d'autres langues, bien évidemment. Donc, pensez bien à ceci. Le français, c'est pas seulement pour parler à des gens qui font partie de cet espace francophone ou francophile. Donc il faut apprendre les langues pour comprendre les autres civilisations. Donc on ne peut pas comprendre les autres cultures. Voilà, on va y arriver après. On va parler de cet aspect langue et culture. Une langue s'enseigne avec sa culture et une culture s'enseigne avec sa langue. On va y arriver. Je répondrai à cette question ensuite. D'accord? Bon, maintenant, l'interculturel, c'est quoi? Alors l'interculturel, souvent on l'oublie dans l'enseignement des langues. Vous avez vu, j'ai parlé des aspects linguistiques, j'ai parlé des aspects culturels. L'aspect culturel, on le mentionne. D'accord? Vous avez la chance, j'ai entendu dire que vous aviez un cours ou une introduction à la communication interculturelle. Vous avez une chance énorme. Dans beaucoup d'universités, ce cours de communication interculturelle n'existe pas. Il y a le cours de langue, le cours d'histoire, culture, civilisation, et puis voilà, et on mentionne un petit peu, alors en général, ceux qui mentionnent la communication interculturelle, ce sont surtout les professeurs de langue, plus que les professeurs d'histoire ou de civilisation, comme ça s'appelait, non? Donc, créer cette conscience interculturelle, c'est ce que moi j'essaie de faire auprès de mes étudiants, leur montrer cette dimension interculturelle, qu'en fait on utilise les langues au jour le jour pour cette médiation entre les cultures, entre les gens qui ne se comprennent pas forcément, et vous savez que dans le monde dans lequel on vit, on a beau penser que dans ce monde global, les gens devraient se comprendre de mieux en mieux, ce que l'on voit au jour le jour dans les informations, dans le journal, est plutôt inquiétant.
on se comprend pas mieux qu'au XXe siècle. Et les médiateurs sont là pour essayer de faire en sorte que les choses changent petit à petit. Bien. Regardez, je suis allé trop vite. Par exemple, ceci. Alors, c'est évident, ça va dépendre des cultures, mais ce geste aussi a des sens complètement différents d'une culture à l'autre. Il faut faire très attention. Il peut même avoir un sens offensif. D'accord ? Le médiateur, que va-t-il faire ici? Il va expliquer ce qui se passe. Il ne va pas juger. Le médiateur ne juge pas. Il explique pour que les gens se comprennent. Bien, qu'est-ce que vous voyez ici? Je vous ai montré la diapositive suivante, donc dommage. Mais bon, il peut demander deux choses, mais ça peut être aussi un geste offensif. Ça peut être un geste aussi de, pratiquement, ça dépend un peu de comment on lève la main, mais de victoire. Il y a un peu de tout dans ce geste, mais il faut faire très attention. C'est un symbole. C'est un symbole, exactement. C'est de la communication non verbale. La communication non verbale. On va parler de communication non verbale aussi, vous allez voir. Donc là, il demande deux choses. Ici, que se passe-t-il? Alors, ça va dépendre aussi des pays et des cultures. Moi, quand je montre ceci en Espagne, on me dit, il se promène avec sa femme dans un parc. Il donne la main à sa femme, il se promène dans un parc. Voilà. Donc, c'est pour ça que tout peut être interprété. Il faut faire très attention. Et j'aime beaucoup cette citation de Bernard Weber, donc un directeur de cinéma. Vous avez, alors, bon, la traduction, ce serait « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je pense que je suis en train de dire, ce que je dis, ce que je veux entendre et ce que j'entends, ce que tu penses que tu comprends, ce que tu veux comprendre et ce que tu comprends, en fait, il y a au moins 9 chances, 9 possibilités qu'on termine par pas se comprendre, en fait, qu'on ne se comprenne pas. Et c'est ça. Et nous, comme médiateurs, c'est ce qu'on va essayer de faire. Essayer d'aller outre tout ça. Bon, c'est ce que tu crois comprendre, mais il y a peut-être une erreur ici. Est-ce que tu as bien vu ça? Et c'est le rôle du médiateur. Alors, le médiateur est très important aujourd'hui. Moi, je le vois par rapport à mes étudiants. Mes étudiants aux îles Canaries étudient le français, l'anglais, enfin principalement l'anglais, ensuite français-allemand. On est en perte de vitesse, on a de moins en moins d'étudiants. L'arabe, on a très très peu d'étudiants. Ils ont aussi le russe et quelques autres langues. Mais une langue importante pour eux aujourd'hui, pour travailler, c'est le français. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises canariennes, par exemple, qui viennent travailler dans toute la partie nord-ouest de l'Afrique. Les entrepreneurs, très souvent, ont besoin de ces médiateurs pour les aider à s'installer ou à faire du commerce dans un pays. Et nos étudiants qui parlent français ont tout de suite du travail. Ceux qui parlent arabe, ils sortent de l'université le jour suivant, ils ont du travail. Il y en a très peu. On en a 10, 12, et qui terminent, il y en a 8 peut-être, 7 ou 8. Il y en a vraiment très très peu. Donc, je revendique une fois de plus les sciences humaines. Voilà, pour le monde de l'entreprise. Les sciences humaines, ça va vous servir à les langues, ça va vous servir à plein de choses. C'est pas seulement l'enseignement, il y a plein de choses derrière les langues. Pensez-y toujours. La gestion des ressources humaines, bien sûr. Bien sûr. Bien, on va continuer avec une question. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. C'est quoi la culture pour vous? Définition de la culture, ça vous l'avez fait avec madame. Certainement. Rapidement. Révision. Une petite révision. Allez, une petite révision. C'est quoi la culture? C'est un patrimoine. Patrimoine. Je vais rester avec des mots comme ça. Hein? C'est tout ce qu'il reste quand on a tout perdu. Non, c'est très bien. Oui. Autre chose? Ce serait, bon, pour moi personnellement, ce serait un peu difficile de catégoriser une culture, de la définir, parce que ça reste beaucoup plus un concept. Voilà, c'est un concept. Il n'y a rien de plus difficile que de définir le mot culture. Alors, il y a plein d'essais de définition dans la littérature. On va entrer dans, il y a une culture meilleure que l'autre. Voilà, alors, il y a une chose que l'on va faire. Vous allez voir dans cette présentation, il y a des mots que l'on utilise, mais on les utilise d'un point de vue strictement, on va dire, linguistique. La culture majeure, mineure, etc. Mais attention, on ne va pas rentrer dans le domaine du jugement, le domaine de l'une est meilleure que l'autre. Mais bon, on a besoin de termes, on va dire,
qui nous aident à comprendre un peu les concepts. Vous voyez par exemple, les mots signifient énormément de choses. Quand en France on parle de civilisation, la civilisation reste ancrée dans une conception du 19e siècle, début 20e siècle de la culture, mais on continue à parler de civilisation. Quand on parle de civilisation, on parle toujours d'une culture dominante, toujours. Ça change un petit peu, on parle maintenant en France de culture et civilisation, même chose qu'en Espagne, cultura et civilisation. Mais les concepts sont durs, hein, enfin les choses sont dures à faire changer. Hein. Les Allemands, par exemple, et les Britanniques ouvrent un peu plus les portes en parlant de Kulturkunde, c'est l'art de la culture, on va dire, c'est un peu toutes les sciences culturelles. On met un peu de tout là-dedans. C'est vrai qu'on tient plus compte de l'anthropologie, de la sociolinguistique, voilà, c'est plus ouvert. Il y a, alors, traditionnellement, je dis bien, il y a ces deux concepts de la culture. Ce qu'on appelle la culture, j'aime beaucoup mieux la traduction en espagnol que majeur-mineur, la traduction en anglais, c'est-à-dire capital C, avec C, lettre majuscule, c'est à peu près la même chose au bout du compte, hein, et puis lettre minuscule. Mais c'est vrai parce que pendant de nombreux siècles, la culture, c'était avant tout la littérature, la peinture, l'art, l'histoire, la culture cultivée, c'est ça. Hein, c'était l'érudition. La culture, la petite culture, c'était le folklore, les coutumes, les comportements, les traditions, tout ce qui est transmission orale, etc. Hein. Donc, il y avait cette différence. Alors, l'une était facilement enseignée, c'est vrai. Pour l'une, on a besoin d'un enseignant, d'un livre, d'un bon livre, de bons livres. Voilà, et on enseigne la culture, l'histoire, la peinture, etc. L'autre est plus difficilement enseigné ou enseignable, parce qu'on part surtout de l'expérience, d'une connaissance de première main, d'accord, d'un héritage. Et transmettre un héritage, c'est vrai qu'on transmet facilement un héritage, mais on peut transmettre un héritage, mais ça dépend beaucoup aussi de l'enseignant que vous avez en face. Et ce qui est aussi clair, c'est qu'il faut avoir une très bonne connaissance de sa culture, de son héritage pour le transmettre. Hein. C'est beaucoup plus pratique. C'est quelque chose de beaucoup plus pratique qu'on vit au quotidien. Alors, c'est vrai qu'enseigner cette small C culture, c'est plus compliqué. D'ailleurs, vous le voyez dans les manuels. Vous prenez un manuel d'enseignement du français, et vous, comme futurs enseignants, ceux qui souhaitent être enseignants de français, bien sûr, il faut aller au-delà du manuel. Le manuel, c'est un outil, c'est seulement un outil. Et il y a votre expérience derrière. Et vous allez raconter plusieurs choses. Et quand on parle de culture, dans le monde de la francophonie, on parle d'énormément de choses, d'énormément de cultures, d'énormément de pays. Et malheureusement, si vous ouvrez un livre de français langue étrangère, tout est bien centré, centralisé sur un ou deux pays, principalement un pays. Mais ça, c'est pas changé, bien sûr. Hein? Bien. Donc, définition de la culture. Vous avez vu plein de définitions de la culture avec madame. Donc, je vais aller outre cela. Moi, j'aime beaucoup ce symbole, enfin, cette image que vous avez peut-être déjà rencontrée, l'image de l'oignon. L'oignon. En fait, vous avez tous les éléments de la culture dans l'oignon. Mais il y a tout ce qui est facile à voir, donc c'est la partie extérieure. Hein. Et puis quand on commence à éplucher, hein, ce qui est au centre de l'oignon est beaucoup plus difficile à voir et à comprendre. Alors on voit tout de suite, c'est très facile de voir comment les gens s'habillent, de voir ce que les gens mangent, de voir comment les gens dansent, de voir... Enfin, alors que ce qui est au centre de l'oignon, les valeurs, là c'est beaucoup plus compliqué. Pour y arriver, qu'est-ce qu'on fait? Ça s'enseigne? Bien sûr ça peut s'enseigner, mais très souvent, il faut partir de l'expérience, de la pratique, hein, pour arriver à cela. Il y a une autre image que j'aime beaucoup, c'est celle de l'iceberg. C'est la même chose que l'oignon. Dans l'iceberg, on ne voit que 10% de l'iceberg. C'est ce qui est facile à apprendre. Ça s'enseigne en cours très facilement. Tout ce qui est en dessous, les 90%, là, c'est autre chose. Donc, regardez l'iceberg, c'est pareil. Hein. Je ne vais pas tout lire, mais ce qui est au-dessus, ce qu'on voit très bien, voilà, la nourriture, la mode, la musique, la danse, la littérature, ça s'enseigne facilement, on lit, on apprend, pas de problème. Tout ce qui est en dessous, hein, voilà, tout ce qui a à voir avec
tout ce qui est morale, tout ce qui est valeur, tout ce qui est religion. Là, il faut y aller petit à petit, hein, pratiquer, comprendre et surtout ne jamais juger. D'accord? Se situer comme médiateur entre les deux cultures. Bien. Alors, vous allez me dire, on peut apprendre la culture? Bien sûr, en classe, une partie, à travers la mémorisation. Mais il y a 3 aspects importants qui sont l'observation, l'expérience et l'interprétation. D'accord? Et lorsque un enseignant vous permet d'observer, d'expérimenter et d'interpréter, c'est vrai que c'est un grand pas vers l'interculturalité. Et c'est ce que l'on fait à l'université, c'est ce que vous faites ici, c'est ce que l'on fait de plus en plus dans toutes les universités. Faire que les étudiants expriment leur opinion, puissent interpréter, observer, interpréter. Et puis quand on peut partir de l'expérience, c'est fantastique aussi. Alors, ce n'est pas toujours facile, partir à l'étranger, vivre à l'étranger pendant un certain temps. Il y a des bourses qui existent, des bourses Erasmus, Erasmus+. On en a, on va en avoir encore plus avec Agadir. Donc ces bourses vont permettre à un certain nombre d'étudiants de bouger, d'aller dans différents pays pendant quelques mois, et tout ça c'est positif. On apprend énormément. On apprend de l'autre, mais on apprend énormément sur soi quand on part à l'étranger. Alors j'arrive au lien culture-langue. Bien sûr, enseigner une culture sans sa langue, c'est compliqué. Vous allez me dire, les profs d'histoire, ils font quoi quand ils nous parlent d'histoire de France et je peux apprendre l'histoire de France sans savoir le français. C'est vrai, c'est vrai. Et lorsque vous apprenez une culture avec sa langue et une langue avec sa culture, c'est un enrichissement qui vous permettra certainement d'être de bien meilleurs médiateurs, médiatrices entre cultures. Il y a cet exemple-là, c'est un exemple que vous connaissez certainement. Cette blague, enfin blague, ce n'est pas une blague, c'est vrai, c'est Coca-Cola qui avait fait cette bourde, il n'y a pas d'autre mot, en disant voilà, alors ça c'est le trailer en gros de la pub que je veux faire. Quelqu'un qui est dans le désert, mort de soif, boit un Coca-Cola et voilà, et court très rapidement, enfin bon voilà, et se sent très très bien. Mais si on lit de droite à gauche, c'est le contraire. C'est-à-dire, je suis en forme, je bois un Coca-Cola et je meurs. Donc, voilà, l'interculturel est important pour tout, pas seulement dans l'enseignement, dans la pub, l'interculturel est important. Une entreprise espagnole qui vient faire du commerce au Maroc et qui ne tient pas compte de certains éléments culturels peut commettre d'énormes erreurs. Même chose pour une entreprise marocaine qui souhaite aller s'installer ou faire du commerce aux îles Canaries. Ce sera exactement la même chose. Il y a des choses à tenir, à prendre en compte. Hein? Bien. On va chercher à étudier la culture d'autres pour qu'on puisse... Voilà. Déjà comprendre sa culture, bien connaître sa culture. Et être sûr de soi-même. Être sûr de soi-même. Mais pour être sûr de soi-même, il faut bien se connaître. Hein? Et il faut connaître sa culture, il faut bien connaître sa langue. Hein? Exactement. Bien, là je passe rapidement parce que je voudrais arriver à Hostel. Et donc tout ce que je vous dis en fait c'est pour éviter les erreurs d'interprétation culturelle. Et voilà, on arrive justement à ce que vous venez de dire. Quand il y a des erreurs d'interprétation, c'est dû principalement à une méconnaissance de sa propre culture et de la ou des cultures étrangères. Première chose, méconnaissance de sa propre langue et des langues étrangères. D'accord? Parce que très souvent, il y a plein de choses que l'on dit et qui sont valables dans différentes cultures. Hein. Je vais dire une chose à la fin, je peux le dire dès maintenant. Il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent, beaucoup plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent. Et le problème quand on parle de communication interculturelle, c'est qu'on part toujours de la différence. Voilà, on met toujours la différence devant. Alors qu'on devrait peut-être commencer par... Peut-être non. On doit commencer par ce que l'on a en commun. Et on va se rendre compte qu'on a beaucoup plus de choses en commun
que de choses qui nous rendent différents. D'accord? Donc, ça, c'est important. Ce qui nous rend un peu plus différents, c'est vrai, et on va le voir maintenant, c'est tout l'aspect du langage non verbal. D'accord? Toute la partie gestuelle, pas seulement la partie gestuelle, les formalités, comment on se salue. Ça change beaucoup d'un pays à l'autre. Mais ça change beaucoup, on n'a pas besoin d'aller très très loin. Vous passez de la France à l'Allemagne, ça change complètement. Vous passez de la Belgique aux Pays-Bas, et ça change complètement. D'accord? On va venir là-dessus, notamment les sociétés plus tactiles que d'autres, le toucher, on va voir tout ça. Donc, je disais juste avant, bien connaître sa culture. Je voulais aussi vous demander la différence, avant d'avancer un peu plus loin, mais ça vous l'avez vu avec madame, entre multiculturalisme et interculturalisme, ou multiculturalité et interculturalité plutôt. Quelle est la différence? Vous avez la chance d'être universitaire, et les universitaires, nous avons quelque chose à apporter dans cette société, et c'est à nous de faire changer les choses. Bien sûr, les obstacles linguistiques, avec la langue, il faut essayer de la dominer le mieux possible, vocabulaire, grammaire, etc., etc. Même si moi je dis toujours à mes étudiants de langue, une prononciation parfaite, c'est pas ce qu'on cherche. Hein. Moi je veux qu'ils communiquent, c'est tout. Je ne demande pas à ce qu'ils aient une prononciation parfaite de l'anglais, du français, non. Je ne demande pas à ce qu'ils sachent le dictionnaire Larousse complet, mais personne ne le connaît. Hein. Mais qu'ils aient les outils suffisants pour avoir une communication effective et efficace avec d'autres personnes. Excusez-moi, juste une précision. Oui. Il y a une spécificité de l'enseignement du français, c'est qu'on insiste beaucoup sur la prononciation. Oui. Dans le cas du français par rapport à l'anglais, à partir de mon expérience, l'enseignement de l'anglais, du moment qu'on se comprend, c'est bon. Alors que pour le français, il faut vraiment prononcer le U comme il faut. Et quand vous ne le faites pas, on va le faire remarquer. Oui, ça dépend. Oui, ça va dépendre. Oui, ça dépend des langues. Ça fait souffrir les étrangers. Il y a des langues, notamment aussi des langues asiatiques. Juste pour la prononciation en France plus qu'ailleurs. Mais il y a aussi le fait que dans certaines langues, par exemple, le fait de mal prononcer un mot, un terme, vous pouvez changer complètement le sens. Je pense à des langues comme le chinois, que je ne connais pas, mais on m'a dit que l'accent tonique est extrêmement important, parce que si vous déplacez l'accent tonique, le mot signifie quelque chose de complètement différent. Donc, même chose pour la grammaire. Pour certaines langues, la grammaire n'est pas si importante. Elle est importante, mais avec une mauvaise grammaire, on se comprend parfaitement. Je vois en espagnol, par exemple, même si la grammaire est plus ou moins dominée et que les temps sont plus ou moins bien conjugués, les gens vous comprennent. D'accord? Donc ça va dépendre bien sûr des langues. Et puis les obstacles paralinguistiques, bon, ici je veux principalement parler de la communication non verbale. Et on y arrive à la communication non verbale. Et là, il y a un certain nombre de termes que je voudrais peut-être réviser avec vous. Vous avez certainement vu aussi en cours. Bon, la définition de la communication non verbale, on sait ce que c'est, mais attention, on a souvent tendance à parler des gestes. C'est vraiment une toute petite partie de la communication non verbale. Il y a plein de choses. Alors, vous avez les termes en anglais, mais je pense qu'ils sont assez transparents. Ce sont des termes d'origine latine, donc par rapport au français, il n'y a absolument aucun problème. Il y a l'apparence physique. L'apparence physique transmet énormément de choses, donne énormément d'informations sur l'interlocuteur. La proxémique, c'est l'étude des distances entre les gens. Ça, c'est très important quand on parle de communication interculturelle. Vous savez que, je vois par exemple entre l'Espagne et le Maroc, il n'y a pas de différence. Les gens sont très proches, très chaleureux, et on s'embrasse, voilà. Déjà, vous voyez qu'avec la France, la distance commence à être... voilà. Hein, on se donne la main, on ne se touche pas trop. Plus vous montez vers le nord, plus il y a distance. On ne s'embrasse plus du tout. Hein. Là-haut, c'est fini. Et si vous allez en Asie, alors là, il faut garder 1 mètre. Au minimum, 1 mètre.
Et sinon, vous entrez dans l'espace de l'autre et ça peut être très très mal perçu. Tout ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que l'on fait quand on arrive dans un pays? On observe. On observe. Ça, c'est l'observation, c'est l'expérience. Et pour ne pas commettre d'erreur, on sait voir comment font les autres avant d'embrasser, par exemple. Faire la bise en Angleterre, c'est très mal. Les gens c'est pas mal vu, mais les gens se sentent mal à l'aise. D'accord? La kinésique, c'est tout ce qui est voilà, les gestes, les mouvements. Mais il n'y a pas que ça. Tout ce qui entoure notre diction, notre voix, le ton de notre voix, les intonations. Vous allez voir, bon, vous le savez peut-être, mais si vous allez dans certains pays du Nord, vous arrivez en Norvège, on a l'impression qu'il n'y a personne dans la rue. Les gens parlent très très bas. Prenez le train, on n'entend personne. Vous arrivez à Madrid, on ne s'entend pas parler. En gros, c'est ça. Donc, on en tient compte. D'accord? On est peut-être habitué à parler haut et fort chez nous. Quand on arrive dans un autre pays, on essaie de moduler ceci pour ne pas avoir de choc culturel. Tout ce qui est le toucher, les sociétés tactiles, le fait de on se rend compte que dans tous les pays du sud de l'Europe, et les pays africains et les pays d'Amérique latine, les gens sont très proches, sont chaleureux et se touchent. Bonjour, comment ça va? Mais faire ceci, bonjour, comment ça va? Aux États-Unis, par exemple, faites très attention. Faites très très attention. Ça peut même être, c'est carrément du harcèlement sexuel, mais même seulement une petite tape. Donc, il faut faire très attention. D'accord? Il y a plein d'autres choses. L'étude du temps et des temps. La ponctualité. Ça, c'est quelque chose. Il y a plein de thèses à écrire dans tous ces domaines. Il y a plein de mémoires de maîtrise, de thèses. Il y a tellement de choses à faire. L'importance du temps que l'on donne au Maroc, ici, et l'importance du temps que l'on va donner en Espagne, c'est à peu près la même chose. L'importance du temps que l'on donne au Japon c'est complètement différent. En Allemagne, la ponctualité, le fait de oui, on verra demain. Où est-ce qu'on se voit demain ou après-demain? Pour un Allemand, non, ça c'est pas concevable. Le temps, c'est de l'argent. C'est-à-dire que voilà, on a du commerce à faire en Allemagne, on va droit au but. Je suis venu ici pour travailler, je viens pour cet objectif précis. Ah non, mais un petit dîner d'affaires. Un dîner d'affaires, non. Où on dîne, on fait des affaires. Non, dîner d'affaires, non. Alors qu'en Espagne, alors qu'au Maroc, bon, on peut continuer à parler tout en déjeunant, tout en dînant. Dans certains pays, c'est pas concevable. Les yeux, le regard, à prendre en compte aussi. Les gens prenez un métro à Tokyo, les gens ne se regardent pas beaucoup. Tout le monde regarde en bas, le sol. La couleur, les couleurs disent beaucoup de choses sur nous aussi. Puis l'importance des couleurs, le symbole des couleurs dans les pays, le noir, le rouge, le blanc, d'un pays à l'autre peut changer. Ça peut changer énormément. L'odorat, c'est quelque chose. L'odorat, mais oui, mais ça fait partie aussi de la communication interculturelle. C'est quelque chose qui, quand vous arrivez dans un pays, tout de suite, il y a des odeurs différentes. Vous arrivez au Japon, ça sent, je sais pas, la fleur de cerisier. Vous arrivez, je sais pas, au Maroc, ça sent peut-être la fleur d'oranger ou le cumin. Il y a d'autres choses, il y a d'autres odeurs. Et aussi, ça fait partie des cultures. Il y a des odeurs que, bon, à cause de notre culture, on tolère plus ou moins, c'est tout. C'est comme ça. Il faut le reconnaître. Et c'est tout, sans juger, absolument. Juste un exemple. Oui. Quand j'étais étudiante en France, je partageais un appartement avec 3 Françaises. On était 4 colocataires. Et quand on avait une cuisine qu'on partageait,
quand c'est moi qui cuisinais, quand elles ont rentré, c'est ah bah, ça se voit que c'est Rabia qui a cuisiné. À partir de l'odeur, quand elles rentrent, ils disent ah bah là, c'est Rabia qui a cuisiné. Oui, il y avait une grande différence, rien qu'au niveau des odeurs de la cuisine. Tout à fait. La friture, par exemple. On frit beaucoup en Espagne. Quand les Espagnols arrivent notamment en Angleterre, ils ont de gros problèmes avec ça. Les Anglais ne supportent pas l'odeur de la friture. Mais ils ne la supportent pas. Donc, si vous habitez avec d'autres étudiants, si vous partagez un logement avec d'autres étudiants, la friture, tout de suite, c'est à éviter. C'est fini. Pendant un an, vous arrêtez la friture, vous mangez autre chose. Bon, mais alors ce ne sont pas. C'est ce que je disais avant. Il n'y a pas besoin d'être super différent pour trouver ces différences. Mais on a beaucoup de choses qui nous unissent. On a beaucoup plus de choses qui nous unissent de toute façon. Je voyais à la fin tout ce qui est l'utilisation d'objets, tout ce qui est artefacts, le maquillage, tout ce qui est l'aspect vestimentaire, etc., etc. Tout ça, c'est important aussi. Bien. Et en fait, cette utilisation du langage verbal ou non verbal font que nous avons des cultures avec une communication plus directe que d'autres. C'est ce que j'explique un peu dans cette diapositive, je n'ai pas obligé de le lire, je vais vous le dire tout simplement. Il y a des cultures qui vont droit au but, sans avoir besoin de beaucoup de communication, aussi bien verbale que non verbale, et d'autres cultures qui ont besoin de tourner autour du pot et d'inviter à manger et de faire beaucoup de gestes pour arriver au même but. D'accord ? Alors, c'est sûr que dans un pays comme l'Espagne, dans un pays comme le Maroc, on est plus dans une communication indirecte. Dans un pays comme la Pologne, on va plus vers une communication directe. Faites attention, quand je parle de communication directe, indirecte, la culture n'est pas statique. Il n'y a rien de statique dans tout ce que je dis. Les choses changent en fonction des générations. Puis dans un même pays, on peut avoir une communication tout à fait indirecte dans un entourage familial et une communication beaucoup plus directe quand on fait du commerce. Même chose en Pologne. Je ne dis pas que le Maroc, l'Espagne, la France, l'Italie sont des pays avec un style de communication totalement direct, alors que les pays du Nord ont un style de communication direct. Non, on essaie de se retrouver, il y a des mélanges qui se font. Ce n'est pas statique, ça c'est important. Il y a des nuances. Bon, lorsqu'on parle par exemple, il y a un auteur que maintenant je vais mentionner à partir de là, dans le reste de mon exposé, c'est Hofstede, Gert Hofstede. Alors, bon, il a fait de nombreuses études, c'est un anthropologue qui a voyagé partout, dans beaucoup de pays du monde. Il a commencé dans les années, début des années 70. Il a un certain âge. Il continue à travailler. Il a une énorme curiosité pour les cultures. Il essaie de comparer les cultures. Alors, pour les comparer, c'est pas évident de comparer des cultures. Qu'est-ce qu'on fait pour... C'est pas des maths, on parle pas de maths, c'est pas des sciences. Comment on fait pour comparer les cultures? Il a établi un certain nombre de critères que l'on va voir ensuite pour essayer de comparer. Alors, il le dit bien, mes critères, c'est pas forcément la vérité, ce sont des critères qui vont nous aider à voir les différences entre nos cultures. Mais ce sont des critères avant tout dont on doit tenir compte pour faire face au choc culturel. Parce que tous, quand on va dans un pays étranger, on éprouve un choc culturel. Que l'on aille vivre dans ce pays, que l'on aille en vacances dans ce pays, il y a un choc culturel. Et tous, on passe par cette même expérience. Ça peut durer longtemps, ça peut durer moins longtemps. Il y a différentes phases dans le choc culturel. Quand on arrive dans un pays tout nouveau, la première chose qu'on fait, c'est « Oh, tout est fantastique. C'est super, je parle français, ils me comprennent. Je découvre tout ce que j'ai vu dans les livres. C'est bien, la gastronomie, blablabla. Ça dure une semaine, ça dure 2 semaines. La 3e semaine, la 4e semaine, ça dépend des gens. On se dit,
Ah, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas, je me sens un peu jugé. Alors là, il y a une sorte de rejet qui commence à s'opérer. Et c'est là que la communication interculturelle entre en jeu. Soit on est ouvert et on est prêt à soi-même être médiateur entre les deux cultures, entre notre propre culture et la culture étrangère, soit on se renferme et on repart. Alors on repart physiquement, on retourne chez soi. Parfois on reste dans le pays, mais on n'y est pas. Donc là, on s'enferme dans un groupe d'amis, dans un ghetto. Hein. On est en contact par WhatsApp avec ses copains, copines et sa famille de son pays d'origine. Et puis voilà, c'est comme si on n'y était pas en fait. Voilà, il n'y a pas d'interaction. Mais le choc culturel est toujours là. Hein, il est toujours là. Alors, je vais justement arriver à ce que nous dit Gert Hofstede sur les valeurs culturelles et comment essayer de comparer en fait nos cultures. Comment est-ce qu'on essaie de percevoir nos cultures. Lui, il a établi 5 grandes catégories. En fait, pour Gert Hofstede, on fait la différence entre les cultures avec un fort degré d'individualisme ou les cultures avec un fort degré de collectivisme. Entre les cultures avec un contexte qu'il appelle le contexte haut, hein, le high context, ou le contexte bas, le low context. Les cultures où la hiérarchisation est importante, ou des cultures où il y a une société beaucoup plus égalitaire. Les cultures où on oriente tout vers un objectif bien concret, ou les cultures où ce qui prime, ce sont les relations personnelles, interpersonnelles. Il y a les cultures où le temps, c'est de l'argent, et les cultures où le temps, c'est du temps qu'on prend, justement, pour établir toutes ces relations avec les autres. Donc, c'est ce que Gert Hofstede nous a dit. Alors, je ne peux pas dire que la société américaine est une société, par exemple, totalement individualiste, et que la société chinoise est une société totalement collectiviste. On ne peut pas le dire. Il y a des éléments qui font que il y a des nuances. Il y a tout le temps des nuances. De toute façon, quand on parle de culture, attention, je ne peux pas parler de la culture marocaine. Dans la culture marocaine, il y a plein de... Alors attention, quand je parle de sous-culture, je ne parle pas de culture inférieure. Il y a plein de ramifications, plus que de sous, de ramifications. Mais même dans ces ramifications, il y a la culture familiale, il y a la culture du travail, il y a la culture que l'on a dans son cercle d'amis. Vous n'êtes pas les mêmes lorsque vous êtes au sein de votre famille, à l'université, avec vos amis, lorsque vous êtes, je ne sais pas moi, en vacances, etc., etc. On n'est pas les mêmes. Donc, la culture, c'est pas quelque chose d'unique. Voilà, moi, ça, c'est ma culture. Moi, je fais ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non. Hein? Il y a beaucoup de nuances. Il y a beaucoup de nuances. Et c'est là que l'on parle de l'identité. Hein? Nous sommes tous des êtres différents. Hein? Nous avons chacun notre identité. Et lorsque l'on parle de médiation interculturelle, on tient compte aussi de et des identités. De l'identité et des identités des gens. Et ça, c'est très important.